Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo de vous présenter la théorie de l'attachement. Je suis Mariette Strup, psychologue, formatrice, coach, consultante, facilitatrice pour les organisations et également pour les particuliers dans les domaines du management et du développement personnel. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir successivement de quoi s'agit-il, comment se construit l'attachement, quels sont les 4 styles d'attachement. Quel est le lien entre style d'attachement et vie d'adulte? Et enfin, comment améliorer ces liens d'attachement? Alors, de quoi s'agit-il? La théorie de l'attachement a été pour la première fois formalisée par le psychiatre et psychanalyste John Bowlby en 1958, après les travaux de Winnicott, Lawrence et Harlow. Il a établi que le développement psychologique, émotionnel et social de l'enfant dépend de la relation d'attachement qu'il va construire dans les premières années de sa vie. Pour que son développement soit normal, cette relation devra se nouer avec au moins une personne qui prend soin de lui, et ce de façon cohérente et continue. Cette relation va émerger au fil du temps à travers les interactions entre le nourrisson et la personne qui lui prodigue des soins. Quand on parle de figure d'attachement, on fait référence à une seule ou à plusieurs personnes, et cette figure n'est pas nécessairement la mère, même si elle l'est le plus souvent. C'est la raison pour laquelle, dans cette vidéo, je parlerai le plus souvent de la mère quand je parlerai de figure d'attachement. Ce lien est une stratégie utilisée par le nourrisson pour obtenir confort et sécurité dans la mesure où son autonomie n'est pas suffisante pour assurer les besoins indispensables à sa survie. La figure d'attachement est donc un havre de paix, une source de réconfort et de protection qui lui servira de base pour l'exploration. C'est la raison pour laquelle, dans une perspective évolutionniste, l'attachement est une fonction adaptative de protection et d'exploration. Comment se construit l'attachement? Selon Bowlby, l'attachement se construit dès la première année de vie à travers des comportements tels que l'agrippement, les pleurs, le sourire, les vocalises, la poursuite oculaire, la succion, etc. Ces comportements se dirigent vers la figure d'attachement et visent à attirer son attention pour qu'elle se rapproche. On parlera de régulation de la proximité et pour obtenir une réponse satisfaisante à son besoin d'attachement. On parlera là de régulation émotionnelle. Et ce, plus particulièrement quand l'enfant se sent menacé ou en situation de stress. Par exemple, le nourrisson peut chercher sa mère du regard ou échanger un regard avec elle. Il peut chercher à l'attraper et l'inviter ainsi à lui prodiguer un soin. Ces comportements seraient instinctifs. Ils se mettent donc en place durant les 2 à 3 premières années de vie de l'enfant, puis ils vont s'aménager et se réaménager tout au long de la vie. Ainsi, pendant la première enfance, donc de la naissance à 3 ans, la proximité physique et la disponibilité émotionnelle de la figure d'attachement sont essentielles. On comprend ici que dès les premières semaines de sa vie, le bébé initie, soutient et met fin à des interactions sociales. Mais cela ne suffit pas, puisque la réponse de la figure d'attachement est indispensable pour assurer l'autorégulation du bébé. Cette matrice relationnelle primaire va se construire par essai-erreur. La mère va apprendre à interpréter et à répondre aux signaux de son enfant, puis petit à petit, la relation d'attachement va se faire un peu plus réciproque, l'enfant devenant de plus en plus actif. À partir de 3 ans et jusqu'à la vie d'adulte, savoir que cette personne est potentiellement disponible va devenir progressivement aussi efficace que sa proximité physique. Quels sont les styles d'attachement? Mary Ainsworth, psychologue et élève de Bowlby, a proposé en 69 une catégorisation des styles d'attachement chez l'enfant. Elle a identifié 3 types d'attachements qu'un enfant peut adopter envers une figure d'attachement. Les attachements qu'on va appeler sécures ou sécurisants, et puis 2 attachements insécures ou insécurisants, l'anxieux évitant et l'anxieux ambivalent. Aujourd'hui, on distingue 4 schèmes d'attachement reconnus par la recherche. L'attachement sécurisant, l'attachement insécurisant de type évitant, l'attachement insécurisant de type ambivalent et enfin l'attachement insécurisant de type organisé et ou désorienté. Donc on a
2 types d'attachement, un attachement sécure ou sécurisant, et puis 3 types d'attachement insécure ou insécurisant. Alors, l'attachement sécurisant, il est corrélé à la sensibilité de la mère, ainsi qu'au plaisir que cette dernière prend à s'occuper de son enfant. La relation, dans cette relation-là, est fluide. Elle répond de façon cohérente et appropriée aux signaux et aux besoins de l'enfant. La mère, évidemment, répond de façon cohérente et appropriée. Elle interagit tendrement avec l'enfant et l'accepte tel qu'il est. L'enfant n'a donc pas d'effort particulier à faire pour être entendu et être un objet d'attention. Il intègre ainsi le fait qu'il mérite amour et affection. A contrario, dans le cas d'un attachement insécurisant, les réponses sont inadaptées ou incohérentes. L'attachement insécurisant de type évitant. Il est caractérisé par un accueil agressif, par colère, moquerie, donc agressif, voire rejetant ou indifférent de la mère aux demandes ou à la détresse de l'enfant. Les enfants à l'attachement évitant vont inhiber leurs manifestations affectives pour éviter les conséquences indésirables comme les réactions négatives de la figure d'attachement. L'accent est placé sur le raisonnement au détriment des affects. L'expression émotionnelle de l'enfant n'ayant que des conséquences négatives, il va en conclure qu'il ne mérite aucun amour. Pour ce qui concerne les 2 autres types d'attachement insécurisants, l'ambivalent et le désorganisé, l'attachement fonctionne de manière quasi exclusive sur un mode émotionnel chez l'enfant. Là encore, engendré par des réactions parentales qui seront marquées soit par le désintérêt ou la négligence dans l'attachement ambivalent, ou au contraire par des réactions imprévisibles ou excessives, comme par exemple une mère surprotectrice dans l'attachement désorganisé. Alors, pour ce qui est de l'attachement de type ambivalent, l'enfant qui sera donc anxieux n'explore pas l'environnement. Il reste souvent collé à sa mère, il manifeste une grande détresse si celle-ci s'éloigne ou si elle s'en va. Il résiste aux tentatives d'interaction à son retour, mais il ne peut être consolé par sa mère. Les réactions parentales étant imprévisibles, l'enfant n'arrive pas à décoder le comportement de sa mère, il ne sait pas comment lui faire plaisir et en conclut également qu'il ne mérite pas son amour, ou l'amour en général d'ailleurs. L'attachement insécurisant de type désorganisé est souvent lié à une figure d'attachement, la mère en général, qui est excessive, qui est imprévisible, qui peut être inquiétante, elle peut faire peur et on constate souvent qu'elle souffre d'addiction. Et donc l'enfant va être sur un mode très fortement émotionnel, il va éprouver de la peur, de la tristesse, de la colère, il va avoir tendance à chercher de la sécurité chez des inconnus ne pouvant la trouver chez la figure d'attachement. Et c'est un enfant qui a souvent une très faible estime de lui-même et qui est plutôt passif. Ce schème d'attachement désorganisé est celui qui cause le plus d'inquiétude aux professionnels de santé, puisqu'environ 80% des enfants maltraités peuvent être décrits comme désorganisés, contre 12% des enfants non maltraités. Alors, regardons maintenant quel est le lien entre style d'attachement à l'âge adulte et qualité de vie. Alors, tout d'abord, la théorie de l'attachement fut étendue aux relations sentimentales adultes à la fin des années 80 par Cindy Hazan et Philippe Shaver. Je reviendrai après sur cette diapo. Donc, 4 styles d'attachement sont couramment décrits chez l'adulte. Il y a ce qu'on appelle les adultes sécures, qui tendent à adopter une vision positive d'eux-mêmes, de leurs partenaires et des relations qu'ils nouent. Ils se sentent à l'aise dans l'intimité comme dans l'indépendance et ils arrivent à équilibrer les deux. On a ce qu'on appelle les adultes distants évitants, qui recherchent un haut niveau d'indépendance, qui ont tendance à éviter l'attachement. Ils se perçoivent comme autosuffisants et n'ayant pas besoin de relations proches. Ils tendent à faire taire leurs sentiments parce qu'ils ont peur du rejet et donc ils gardent une certaine distance avec leurs partenaires dont ils ont souvent une piètre opinion. On a également ce qu'on appelle les adultes anxieux soucieux qui recherchent un haut niveau d'intimité, d'approbation et de réponse à leurs initiatives de la part de leurs partenaires. Ils se montrent excessivement dépendants.
ils ont tendance à être moins confiants, à adopter une vision moins positive d'eux-mêmes et de leurs partenaires, et ils sont aussi susceptibles de montrer au sein de leur relation un haut degré d'expression de leurs sentiments, de soucis et d'impulsivité. Et enfin, on a les adultes craintifs, évitants, qui éprouvent des sentiments partagés avec leur relation. Ils désirent et à la fois ils se sentent mal à l'aise avec la proximité émotionnelle. Ils ont tendance à se méfier de leur partenaire et se considèrent eux-mêmes indignes d'affection. De la même façon que les adultes distants évitants, les adultes craintifs évitants tendent à fuir l'intimité et ils répriment leurs sentiments. Donc peut-être vous vous êtes reconnu dans l'un de ces quatre styles d'attachement à l'âge adulte. Alors, dans leur ouvrage de 2019, Psychothérapie de l'attachement, les pédopsychiatres Christine Genet et Estelle Vallon ont-elles établi un parallèle entre les styles d'attachement des enfants et les styles d'attachement des adultes. Ainsi, elles ont observé qu'un enfant à l'attachement sécurisant deviendra un adulte à l'attachement sécurisant, avec à la fois un modèle, une image de soi plutôt positive, mais également une image de l'autre positive. Un enfant à l'attachement évitant deviendra un adulte à l'attachement détaché ou distant, avec une image de soi plutôt positive, mais par contre une image de l'autre plutôt négative. Un enfant à l'attachement désorganisé deviendra ce qu'elles appellent un adulte à l'attachement craintif, avec une image de soi et de l'autre négative. Et enfin, un enfant à l'attachement ambivalent deviendra un adulte en général anxieux, soucieux, préoccupé dans sa relation à l'autre, avec une image de soi plutôt négative et une image de l'autre plutôt positive. Par ailleurs, et c'est intéressant, elle montre comment les différents styles d'attachement vont influencer la vie, et ce dans de nombreux domaines tels que la réaction face au stress, la réaction face à la perte, la représentation qu'on se fait de la relation d'aide, le développement de l'empathie, les relations de couple, la parentalité, le vieillissement, la santé physique et mentale, l'adaptabilité et enfin l'insertion sociale. Elles estiment que l'attachement sécurisant va constituer un facteur de résilience face à l'adversité, de même que les attachements insécurisants qui ont bénéficié par la suite d'expériences agréables de couple ou d'amitié. J'ajouterais que l'attachement sécure et les relations ultérieures qui permettent de construire ou de restaurer un attachement sécure vont constituer une base solide pour l'estime de soi et pour que cette estime de soi soit à la fois haute, élevée et stable. Stable dans le temps, c'est-à-dire stable quelles que soient les situations de la vie. On comprend dès lors, par rapport à ce que ces deux pédopsychiatres ont pu démontrer, que il est important en fait de développer des relations de qualité, que ce soit au travail, que ce soit au niveau de sa famille, de ses amis, de son conjoint. Et l'importance aussi du travail qu'on peut faire sur soi en conscience, avec l'appui d'un entourage solide, lucide, et avec les professionnels nécessaires. Puisqu'on voit bien que même si, j'ai envie de dire, on démarre difficilement dans la vie avec une relation qui a pu être insécurisante, eh bien, il est possible de restaurer, de réparer justement cette relation si on fait un travail sur soi et si l'on arrive à s'entourer de personnes qui vont nous permettre justement de construire ou de restaurer une relation sécurisante. Alors, comment peut-on améliorer et travailler finalement ces liens d'attachement? Alors, il y a sans doute plein de façons possibles de le faire et j'ai évoqué notamment le fait d'avoir un entourage aimant, soutenant, valorisant, bien sûr, ça c'est très important. Mais ce que je voudrais voilà, partager avec vous, c'est que je pense qu'un travail sur l'estime de soi est absolument essentiel pour pouvoir justement améliorer ses relations aux autres, sociales et notamment affectives. Je pense également qu'un travail sur les émotions est absolument primordial pour pouvoir justement euh, travailler à la fois, alors soit la régulation de ses émotions ou travailler peut-être le lien finalement avec celles-ci et arriver justement à les accepter, à les entendre et à en faire bon usage. Et puis peut-être un troisième axe qui est un travail peut-être un peu plus de développement personnel. Donc je vous ai mis là un ouvrage que j'aime beaucoup de Louise Bourbeau sur les blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc faire un travail peut-être
un peu plus approfondie, peut-être thérapeutique, voilà, qui peut permettre aussi, eh bien, je dirais, de mieux euh, revisiter peut-être les relations précoces qu'on a pu avoir et qui ont pu être un petit peu difficiles et de voir ben, comment on peut ne pas tomber justement ni dans une résignation ou une fatalité, mais de peut-être retravailler ces relations précoces et faire en sorte qu'elles ne viennent pas, je dirais, polluer ou entacher les relations que l'on peut développer aujourd'hui et demain. Si cette vidéo vous a intéressé, bien écoutez, je vous invite à garder contact avec moi. Donc, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn hein, avec mon nom Mariette Strub. Vous pouvez me retrouver également sur Facebook où je poste et sur LinkedIn et sur Facebook d'ailleurs énormément de posts dans les domaines du management, du développement personnel. Là, en l'occurrence, j'ai posté pas mal de choses sur l'estime de soi. Vous pouvez également me retrouver sur Spotify où j'ai podcast qui s'appelle La Mercure et sur lequel j'ai posté déjà plusieurs audios, notamment sur le thème de la vulnérabilité, mais également je vais poster aussi des choses sur l'estime de soi, l'emprise et puis sur les émotions. Vous pouvez également évidemment me retrouver sur YouTube où j'ai posté déjà énormément de vidéos. Et puis, vous pouvez également, si ça vous intéresse, vous inscrire à une formation en e-learning sur l'estime de soi dans laquelle vous pourrez justement, de façon très pratico-pratique, travailler, booster, renforcer l'estime de vous-même. Les liens de tous ces éléments-là, de tous ces réseaux seront sous la vidéo, hein, donc vous pouvez très aisément me retrouver. J'ai également un site internet, donc tous ces éléments-là, vous les retrouverez sous la vidéo. Je vous ai également mis en bas de cette diapo mes livres. Les livres, différents livres que j'ai écrits, notamment les derniers, je pense à l'estime de soi, l'empathie et les émotions qui peuvent venir tout à fait en complément de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. Et puis, si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, je vous invite à aller voir d'autres vidéos. Je vous invite bien évidemment à vous abonner et à partager largement auprès de vos amis, de vos collègues, toutes les personnes qui ont envie de mieux être, de mieux se connaître pour profiter, je dirais, agréablement de la vie et des personnes qui en font partie. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.